Franchement, trop stylé. Dubaï, c'est arrivé par coïncidence. On allait tous à Kite Beach le week-end. Et quand on fait un crédit à la banque pour un bien immobilier, ça va pas vite du tout. J'ai grandi avec cette mentalité. Cette mentalité, aujourd'hui, elle fonctionne pas du tout. J'avais quand même ma mère qui m'envoyait de l'argent tous les mois. Pour Dubaï, c'est vraiment un placard. Moi, je l'appelle le placard puisque je dirais pas dedans. On veut tous aller habiter où? À Downtown. À Downtown, c'est normal. Bon, bienvenue dans ce nouveau podcast. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on accueille Leïla. Leïla, ça va? Ça va super et toi? Ça va? Assez Merci décontracté? de m'accueillir. Au top. Parfait. Leïla, promoteur donc chez Amis Développement, dont tu travailles en tant que sales. Ok. C'est ça. Et là, ce qui était intéressant pour le podcast aujourd'hui, c'est que tu es à la fois donc, sales chez un promoteur et surtout investisseur parce que tu as aussi un appartement sur Downtown. 2 appartements. Un sur Downtown et un sur Meydan. Eh ben, on va en parler juste après. On va Super. juste faire un petit récap pour être sûr. Tu me dis si je me trompe ou pas, mais on envoie. Tu as 32 ans. Alors, je suis désolé, je devais dire 25. À la base, il devait dire 25. Lâche. Donc, tu arrives à Dubaï en 2015. Tu étais commercial dans le secteur des logiciels. Et puis, lors de ton arrivée, donc, tu t'es orienté sur le marketing spécialiste pour un groupe médical. Tu es passé par hôtesse chez Etihad pour ensuite rejoindre le métier de vendeur immobilier il y a environ 1 an. Et donc, tu es chez Amis depuis maintenant quelques mois. C'est exactement ça. Moi, ce qui m'intéresse surtout, déjà dans un premier temps, avant qu'on parle du métier de promoteur, enfin de sales, j'ai juste besoin déjà de savoir pourquoi Dubaï, comment tu es arrivé à Dubaï, et ainsi de suite. Explique-moi tout. Dubaï, c'est arrivé par coïncidence. En 2015, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaissait Dubaï. Ou alors ceux qui connaissaient Dubaï ne savaient pas trop si c'était au Qatar et ainsi de suite. On était vraiment au point où personne ne connaissait Dubaï. C'est arrivé par accident parce que tout simplement, la fille d'une amie de ma mère habitait à Dubaï. Elle s'en sortait très bien, donc elle lui a conseillé d'envoyer sa fille également à Dubaï. Et c'est comme ça que je suis arrivée en me disant, bon bah je viens avec assez pour tenir 3 mois. Si je trouve un taf, super. Si je trouve rien, au moins j'aurais fait une expérience de 3 mois, j'aurais peut-être appris un petit peu l'anglais et je rentre chez moi. Et comment c'est Dubaï en 2015? Parce que là, nous, on connaît Dubaï en 2025, mais en 2015... C'était totalement différent. Il y avait rien de tout ce que tu vois aujourd'hui. Donc tous les endroits pour sortir, tous les choix et ainsi de suite, c'était beaucoup plus restreint. Pour te dire, en 2015, on sortait tous au même endroit. Le vendredi soir, le jeudi soir, puisqu'à l'époque c'était le week-end, le vendredi, samedi, donc le jeudi soir on était tous au même endroit en before, au même endroit juste après, on allait tous à Kite Beach le week-end, sans exception. Il n'y avait pas toute cette histoire de beach club et ainsi de suite, ça existait mais c'était vraiment pas populaire. On avait une vie qui était différente, les amis qu'on se faisait, ça devenait vraiment la famille. Là où il y a pas mal de personnes qui ont emménagé récemment et qui disent que c'est quand même très superficiel et ainsi de suite. Et moi, je pense que j'ai de la chance d'être arrivée il y a 10 ans parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des connexions et des personnes autour de moi sur qui je peux vraiment compter. Ouais, voilà, tu as surtout les bonnes racines, quoi. Enfin, C'est voilà, ça. tu t'es vraiment intégré, quoi. Le coût de la vie à Dubaï en 2015? Alors, si je dois comparer 2015 France vs Dubaï et aujourd'hui France vs Dubaï, le coût de la vie en 2015 à Dubaï était plus élevé qu'en France. Donc Dubaï, c'était cher en D'accord. 2015. Après, je pense qu'il y a aussi mon expérience personnelle qui fait que j'étais arrivée, je venais d'avoir mon diplôme, j'avais pas d'expérience, donc j'ai accepté aussi un peu tout et n'importe quoi comme salaire. J'avais quand même ma mère qui m'envoyait de l'argent tous les mois. J'avais 22 ans, c'est normal, Ouais. donc tout me paraissait peut-être un petit peu plus cher. Mais après, si j'ai réfléchi, le coût des choses était quand même moins cher. Aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi l'inflation en France qui a joué. Et aujourd'hui, il y a énormément de choses que je trouve moins chères à Dubaï qu'à Paris. Donc quand je rentre à Paris et que je fais ne serait-ce que des courses, je m'en rends compte. VS quand je fais mes courses à Dubaï. Ok, ouais, parce que toi, tu es originaire de Paris de base. C'est ça, c'est exactement ça. À quel moment tu as eu l'effet un petit peu pour te balancer dans l'investissement immobilier? Alors ça a commencé en France. Donc le D'accord. premier appartement que j'ai acheté, je l'ai acheté en France. C'était un appartement que j'ai acheté pour y vivre. À la base, c'était pas un investissement. Donc j'ai grandi un petit peu avec il faut posséder là où tu vis pour arrêter de payer le loyer et les charges de quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais. Donc j'ai grandi avec cette mentalité. Cette mentalité, aujourd'hui, elle fonctionne pas du tout. Aujourd'hui, il faut vraiment aller sur et mettre son argent sur des choses qui rapportent de l'argent. Donc j'ai acheté un appartement à Paris, dans le 15e. Donc je suis originaire du 15e à la base et cet appartement,
vraiment, il m'a coûté un bras et il me coûte aujourd'hui encore un bras. En termes de charges, en termes d'impôts, en termes de tout ce que tu veux. Donc aujourd'hui, il est en vente. Ok. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner dans le sens où, à peu près pour savoir, parce que ça reste quand même assez intéressant, c'est qu'on sait que le marché immobilier bouge beaucoup, pour avoir une idée un petit peu de ce que ça te coûte au niveau de ta renta, même ce que tu touches et tout? Totalement. Alors, je l'ai acheté à 415 000 € en 2021. Donc on parle de juste post-Covid, Ok. là où les prix étaient censés être très attractifs. Aujourd'hui, si je prends en compte le fait que je le loue à 1 400 € par mois pour un 44 mètres carrés, ce qui est quand même assez élevé et je pense que j'ai atteint un petit peu les plafonds. Je pense pas que je peux louer beaucoup plus cher que ça. Si je dois retirer mon crédit, qui était à un taux très faible à l'époque, 1,25, si je dois retirer le crédit, les charges, la taxe foncière, les impôts sur le revenu locatif et ainsi de suite, je perds à peu près 300 à 400 € tous les mois. D'accord, ok. On comprend pourquoi tu l'as mis en vente. C'est Ok. un appartement aujourd'hui qui me fait perdre de l'argent. Et si aujourd'hui on se dit qu'on est en 2025, en 4 ans, là si je le vends à perte. Donc il n'a pas pris de valeur. Quand tu avais fait le crédit en France, tu étais avec un apport ou tu étais arrivé comme ça comme c'était un petit peu à la mode à l'époque, on pouvait faire des crédits sans rien? Non, tu pouvais pas. Enfin, on peut pas. On pouvait le faire sur des projets qui allaient être livrés ou sur des projets sur plan, mais on pouvait pas le faire sur de l'ancien. Et moi, c'est un immeuble ancien, donc quoi qu'il en soit, j'ai dû mettre mon apport. J'ai dû mettre à peu près 150 000 €. Ça reste intéressant parce que du coup, tu m'as dit donc tu étais à Dubaï sur la période 2021, mais tu as investi quand même en France. Tu as investi en tant qu'expatrié. Je suis rentrée en France en 2019, je suis restée D'accord. 2 ans en France, donc j'ai fait une pause dans mon expérience à Dubaï. Et quand je suis rentrée en France, j'avais pas l'intention forcément de revenir à Dubaï. Ok. Je me disais que c'était, j'avais fait 1 an à Dubaï en tant que marketing spécialiste dans un groupe médical pour me rendre compte que le marketing c'est pas mon truc. Ouais, ok. Ensuite, j'ai été hôtesse de l'air pendant 3 ans, c'était une expérience magnifique, mais je voulais faire un contrat, c'est quelque chose que je me suis donné comme limite, et après ça je suis rentrée en France pour reprendre mes études et me réorienter business. D'accord. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée en France, j'avais pas l'intention forcément de repartir. C'est pour ça que quand je te dis que je l'ai acheté pour y vivre, je l'ai acheté pour y vivre vraiment. Ok. C'était quoi l'élément à nouveau qui t'a déclenché pour revenir à Dubaï? Et tout simplement une personne qui m'a contactée sur LinkedIn et qui me proposait, donc à ce moment-là, j'étais sales dans la tech à Paris, D'accord. tout ce qui est logiciel en SaaS et ainsi de suite. Et j'ai quelqu'un qui m'a contactée sur LinkedIn pour me dire que telle compagnie qui vient des Pays-Bas ouvre ses bureaux à Dubaï et recherche des sales pour faire l'ouverture des bureaux. Donc moi, j'avais une expérience à Dubaï. J'avais aussi 1 an et demi d'expérience en tant que sales dans la tech. Et les deux ensemble ont fait que moi j'ai eu l'opportunité, j'avais pas forcément d'attache ou quoi que ce soit, et je suis partie au moment où il fallait signer l'appartement. Donc mon premier achat, je l'ai fait par procuration à ma mère. J'ai même pas été là pour le faire totalement. D'accord. Parce que ça a été soudain et ça s'est passé très vite. Ok, donc du coup, tu arrives à Dubaï à nouveau en 2021. C'est ça. Tu travailles donc pour cette compagnie-là. C'est ça. Et à quel moment tu prends ton premier bien à Dubaï? Alors j'ai acheté mon premier bien à Dubaï il y a à peu près 1 an et demi. D'accord. C'est exactement ça. Donc, c'était un parcours psychologique très, très perturbant pour moi, puisque j'étais encore dans cette mentalité de Leïla, tu vas pas continuer à payer des loyers, parce qu'il faut savoir que ces dernières années, les loyers, ils ont énormément augmenté. Ah, on est d'accord. Donc, entre le moment où je suis revenue en 2021 et aujourd'hui, je pense que ça a pris sur un appartement d'une chambre entre 30 et 40 000 dirhams, donc presque 10 000 €. C'est énorme. Ah c'est oui, énorme. mais- En si peu de temps, en si peu d'années, on verra pas ça dans d'autres pays occidentaux. C'est un énorme jump. Ah ouais, donc tu prends des exemples pour faire une petite aparté comme Blue Water, que tout le monde connaît. Exactement. Quand nous, on est arrivé 2020-2021, tu trouvais des 2 beds à 80 000 dirhams l'année. C'est Aujourd'hui, exactement les ça. 2 beds, ils sont à minimum 500 000 dirhams, quoi. Totalement. Moi, quand je suis revenue en 2021, on rigolait sur Dubai Hills. Quand quelqu'un nous proposait du Dubai Hills, on était mort de rire. Ouais, alors qu'aujourd'hui, Alors tu veux qu'aujourd'hui, prendre une petite townhouse. On regrette. Un petit townhouse, c'est regrette tous. minimum 260 000 dirhams, quoi. C'est à l'année. exactement ça. Et donc, du coup, j'ai dû me sortir petit à petit de cette mentalité. J'ai eu aussi de la chance. Donc là où je cherchais quelque chose pour vivre. Et je me disais également, donc comme la plupart des personnes, je parle avec des personnes tous les jours qui veulent investir ou qui veulent chercher un bien dans lequel habiter. Ouais. C'est toujours la même histoire. Et je suis passée par ce cheminement également. Je veux quelque chose où je peux vivre, mais aussi qui me permet d'être un bon investissement.
Ok, c'était du off-plan ou c'était déjà du C'était du secondaire? prêt puisque je voulais potentiellement pouvoir y vivre et le but c'était que j'arrête de payer un loyer puisque D'accord. j'étais encore dans cette mentalité de il faut posséder là où tu vis, il faut pas continuer à payer un loyer puisque cet argent-là est perdu. Ok. Donc j'étais D'accord. vraiment dans cette mentalité et c'est à ce moment-là où je me suis dit bon, je vais commencer à aller sur les plateformes de recherche ici, donc Property Finder, Buyut et ainsi de suite. J'ai commencé à chercher en mettant des filtres, des appartements, une chambre, un petit peu partout dans les zones qui m'intéressaient par rapport à la proximité à mon travail, tout simplement. J'ai été au plus simple. Donc il y avait quand même un penchant qui allait plus sur le je vais pouvoir y vivre. Et au fur et à mesure, à force de mettre mon numéro un petit peu partout sur chaque annonce, j'ai commencé à avoir des offres qui arrivent vraiment de tous les côtés. Et là, j'ai eu du coup cette offre-là qu'on appelle un distress deal à Dubaï. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un pre-approval pour faire un crédit, puisque j'avais l'apport. Et ça nous donne justement une plus grosse marge de négociation. Quand on arrive sur une offre et qu'on veut faire une offre un petit peu agressive, le fait de leur dire, voilà, mon crédit, il est déjà approuvé, ça leur dit qu'il va y avoir 1 mois à retirer dans le process, donc ça peut aller beaucoup plus vite. Quelqu'un qui a besoin de cash tout de suite maintenant, il va peut-être baisser le prix beaucoup plus vite. Ouais, parce que pour expliquer, même si on dit que Dubaï, il y a tout qui va vite, quand on fait un crédit à la banque pour un bien immobilier, ça va pas vite du tout. C'est autant de délais que ce qu'on peut avoir en France, uniquement sur la partie crédit, je parle, parce qu'en France, après, il y a toute l'autre partie. C'est ça. Aujourd'hui, on n'a pas la partie notaire, etc., qu'il va y avoir en France. On m'a pas lu un pavé comme ça de documents quand j'ai acheté, alors que c'est ce que j'ai fait en France, j'ai failli m'endormir. Mais dans tous les cas, le process pour le crédit et ainsi de suite, encore une fois, c'est un crédit à la banque, c'est des grosses sommes. Ça nous engage sur plusieurs années, donc c'est pas juste comme ça. Ok, tu te rappelles du taux de ton crédit? 3,99 fixe sur 3 ans. Et ensuite, ça va dépendre de quelque chose qui s'appelle le IBOR. Donc le IBOR, c'est le taux qui va être décidé un petit peu... C'est ça souvent le problème quand on fait un investissement avec les banques. C'est ça, c'est pas un taux fixe. Donc c'est à voir et c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui se disent, bon ben voilà, j'ai un taux fixe pendant 3 ans. Et après, potentiellement, je revends et je fais ma plus-value et je sors. Ok, donc tu as investi où? J'ai investi du coup à la limite entre Business Bay et Downtown. Donc techniquement, c'est Business Bay. On va dire que pour les personnes qui connaissent Dubaï, mais pas de fond en comble, on est à 10 minutes grand max à pied de Dubaï Mall. Et on est aussi juste devant les sorties, parce que pour le coup, l'appartement, on le connaît bien, parce que c'est moi-même qui le gère. Donc voilà, on est à 10 minutes de tout. On est à 3 minutes de la première sortie, donc ça, c'est vraiment top. Donc, tu as investi dans cet appartement. Tu as habité dedans directement? Pas du tout. Pas du tout. Au final, t'as jamais habité dedans? Pas du tout, j'ai jamais habité dedans. J'ai juste changé d'avis. Donc quand j'ai eu ce distress deal, je l'ai vu comme une aubaine, une opportunité à pas rater. Il était à 800... Alors à la base, il était à 950 000 dirhams, donc un petit peu moins d'1 million, allez, un peu moins de 250 000 euros. Pour... tu l'as vu, hein. Moi, je l'appelle le placard. C'est pas tes grands. Pour Dubaï, c'est vraiment un placard. Moi, je l'appelle le placard puisque je n'irai pas dedans. Pour moi qui me suis habituée, surtout que je suis là depuis longtemps à Dubaï, je me suis habituée aux grandes surfaces de 85-90 mètres carrés. Pour moi, c'était un choc même de l'acheter. Et ensuite de me dire que quelqu'un allait vivre dedans. Et ça nous fait pas de la bonne pub à savoir qu'il est en vente. Il est en vente et encore une fois, il fonctionne bien et il performe très bien. Si j'étais restée sur cette mentalité, j'aurais loupé l'affaire de ma vie. J'aurais loupé la perle rare. Aujourd'hui, il donne plus de 10% de rendement. C'est énorme. Exactement, c'est un appartement qu'on loue aux alentours des 90 000 dirhams approximatifs. C'est ça. Donc on est quand même plutôt bien. Et surtout, il est tout le temps loué. C'est ça. Il y a un locataire qui sort le premier jour. ça rentre. Donc je l'aurais pas fait et je serais restée sur ma mentalité en me disant c'est un placard, etc., etc. Je serais passée à côté de tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc au final, c'était la meilleure décision puisque j'ai pu du coup renégocier ça vu que mon crédit il était approuvé. Je l'ai eu au final à 860 dirhams. 860 000 dirhams et je le loue aujourd'hui, donc tu me le loues aujourd'hui à 90 000 dirhams. C'est ça. Par année. Et le prix de vente qu'on a mis? On l'a listé à 1,2 million de dirhams et aujourd'hui c'est totalement aligné avec ce qu'on trouve sur toutes les annonces et les dernières transactions. Ça. En fait, pour expliquer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on parle de placard, ça reste quand même un appartement qui est quand même proche de tout. Effectivement, on est sur une petite surface. C'est ça. On est sur aux alentours des 50 mètres carrés pour un 2 pièces. Exactement. À peu près. Mais c'est un bon tremplin quand on arrive à Dubaï la première fois. Parce qu'il faut savoir, encore une fois, je le redis, tous les francophones qui arrivent à Dubaï, on a tous fait la même, entre guillemets, on a fait tous la même erreur. On veut tous aller habiter où? À Downtown. À Downtown, c'est normal.
Voilà. Donc, effectivement, on arrive à Downtown, on se rend compte que ça coûte très cher. On se rend compte qu'on ne peut pas avoir grand-chose. Et effectivement, il y a des appartements donc, comme le Reva Résidence qui sont un peu petits, mais les loyers sont quand même assez raisonnables. Et donc, ça nous fait un bon tremplin après pour la suite. Et au-delà de ça, même quand on cherche pas le tremplin, il y a énormément de francophones qui travaillent dans la restauration et surtout dans des restaurants qui sont à downtown. Donc pour eux, de se dire qu'ils prennent la trottinette, ils vont au travail ou ils peuvent marcher pour aller au travail, ça leur fait économiser énormément en taxi. Ouais, et puis on est surtout à côté de Bay Square. C'est ça, on est à côté de Bay Square où il y a énormément de bureaux. Il est idéalement situé. Et il est bien agencé aussi. Il est petit en termes de surface, mais après, en toute honnêteté, il est très bien agencé. Appartement acheté, donc il n'y a pas très longtemps, enfin il y a 1 an et demi, sur un distress deal. C'est Ok. ça. Aujourd'hui, ça se loue, on est bien, un peu plus de 10% de renta. Ok. Le deuxième. Le deuxième, je l'ai acheté justement là où je travaille. C'est un des projets que je vends chez Amis Development. Je l'ai acheté parce que tout simplement, j'étais en train de le vendre cette unité et j'ai fini par me convaincre. Tout simplement puisque j'ai compris Médane. Donc Médane, c'est une zone qui aujourd'hui est en train d'évoluer énormément. Et j'ai vu l'opportunité, je l'ai saisie. Donc c'est quelque chose que j'ai acheté sur plan. Ok. Donc c'est une unité de 1 chambre. Donc c'est un one bedroom qui fait à peu près 700 square foot, donc on va dire 68, il me semble, 67-68 mètres carrés, c'est ça, ouais. À Médane, donc dans une zone où il y a tous les développements de villas de luxe brandées. On va avoir une autoroute qui a 8 voies de chaque côté qui nous emmène directement à Downtown et Business Bay en 10 à 15 minutes. On a vraiment que des développements premium autour, très peu d'appartements. Donc la demande par rapport à l'offre va être totalement déséquilibrée. Et si on prend tout ça en compte, c'est ça qui fait que dans 2 ans, quand le master plan de Nahil sera livré, automatiquement ça va prendre de la valeur. Ouais, et encore une fois, Meydan, deuxième quartier préféré de nos Français. Amis français. Exactement. C'est ça. Voilà. C'est Downtown en premier et Meydan en deuxième. Totalement. Ok, donc one bed, à peu près 70 mètres carrés, livraison. Livraison en mars 2027, donc dans moins de 2 ans. Et on a une petite fourchette de prix ? On a une fourchette de prix. Les appartements, donc celui que j'ai acheté, il est à 1,2 million. Ok. Et c'est un plan de paiement à 50-50, donc lié à la construction, qui me permet en fait de me dire, donc celui-ci, je l'ai acheté avec une autre stratégie. Là où le premier donc que j'ai acheté à Dubaï, c'est vraiment pour le laisser en location ou alors me dire, voilà, à 1,2, j'aurais fait assez de retour sur investissement par rapport à la somme que j'ai investie et je peux sortir. Là, c'est vraiment une autre stratégie qui me permet tout simplement de payer seulement 50% de la somme et de sortir juste avant la livraison. Ouais, parce que bon, pour rappeler très très rapidement, là, donc on parle d'un plan de paiement, donc 50-50, donc ça veut dire que tu payes 50% pendant la construction et 50% à la remise des clés. Là, en l'occurrence, les 50% pendant la construction sont basés sur l'évolution de la construction. Exactement, c'est relié directement à la construction. Donc, tu as RERA, donc, qui est le gouvernement, qui va aller sur le terrain et me donner un certificat à chaque étape de construction que j'ai mis sur mon plan de paiement. Donc, le client, moi aussi, on ne paye que si le promoteur construit. Tout simplement. Ouais, au moins, ça évite les problèmes qu'on peut avoir. Bon, aujourd'hui, on en a quand même un peu moins. Beaucoup moins, oui. Mais ça arrive encore. Ça arrive encore, quoi. Mais malheureusement, encore hier soir, j'ai eu une cliente qui a acheté avec un développeur qu'on taira le nom. Pas. Elle a investi un 3 beds de 1 500 000 en 2021. Construction prévue juin 2023. On est en juin 2025. Ça fait 2 ans que le promoteur a totalement arrêté la construction. Le promoteur, en fait, s'est détaché des constructeurs. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent tous dans la cata. On ne peut pas le vendre. On est bloqué parce que forcément, tu ne peux pas le vendre. Il n'est pas construit du tout. Tout est bloqué. Il n'y avait pas de compte séquestre à l'époque ? Il y avait un compte séquestre, heureusement. Mais aujourd'hui, le problème qui se passe, c'est qu'on vient juste de frôler le délai. Donc maintenant, il faut faire les attaques avec le RERA et l'ILD pour pouvoir passer sur l'étape d'avoir le remboursement. Mais encore une fois, un promoteur pas cher au début, il va forcément faire des histoires à la fin. Il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix. Il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on a comme garantie. Moi, je ne regarde pas le développeur en lui-même, je regarde les garanties que je vais avoir. Sur un développeur, je vais te donner un exemple. J'ai acheté un appartement d'Amac, donc tu sais, puisque c'est celui que tu gères. Cet appartement, il est très bien construit, j'ai pas de problème. Les moments où il y a eu des intempéries à Dubaï et ainsi de suite, il n'y a pas eu une seule goutte d'eau à l'intérieur. J'ai habité aussi dans un autre building de chez Damac.
et ça a été la pire expérience de ma vie. Donc on peut pas regarder un promoteur et se dire voilà, tel promoteur c'est ce qui va m'assurer de faire un bon retour sur investissement ou pas. Non, c'est par projet, et un bon investissement c'est une localisation, un bon plan de paiement et un bon prix. Mais derrière, on regarde surtout les garanties qu'on va nous donner en tant que promoteur. Puisque c'est ça qui fait que, avant même de vouloir faire des retours sur investissement, on protège cet argent qu'on a gagné et qu'on ramène sur la table aujourd'hui pour l'investir. Toi, tu as choisi un bon promoteur. C'est voilà. Aujourd'hui, donc tu es chez Amis. C'est ça. Exactement. Alors, mais parle-nous un petit peu, quand même un petit peu rapidement d'Amis, parce que c'est pas un promoteur entre guillemets connu. Pas du tout. Quand même. on parle de promoteurs connus, on parle d'Emar, d'Amac, Nahil, on parle de Bingati. Totalement. Mais voilà, et après, on a tous les autres promoteurs qui font du travail de bonne qualité et qui sont un petit peu moins connus. Totalement. Donc, on est chez Amis. Donc là, on est chez Amis. Donc Amis, ça a commencé il y a à peu près 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi. Donc Amis, ça a été fait justement avec le mot ami. Donc Amis, c'est ami. C'est pour dire que c'était 2 amis qui à la base ont décidé de s'unir pour créer ce développeur. Parce que tout simplement, l'un d'eux est à la tête d'une des plus grosses agences d'immobilier à Dubaï. Donc il a l'expérience de plus d'une dizaine d'années dans ce secteur-là à Dubaï. Il est lui-même énorme investisseur sur Dubaï. Je pense que tu as vu la liste des... Ouais. D'ailleurs, si vous avez de la location, si vous souhaitez de la location, si vous souhaitez de l'achat, on a tout ce qu'il vous faut là. On a une énorme liste de toutes ses propriétés à Dubaï. C'est affriolant. C'est incroyable tout ce qu'il a pu acheter. Donc, on parle d'un VVIP client de chez Emar, de chez Damac, de chez Nahil, de Meras, un petit peu partout. Et son partenaire qui est aussi un gros investisseur, donc qui vient de Belgique. D'accord. Un gros investisseur ici et à l'étranger, puisque en fait, ce à quoi on a accès, c'est vraiment juste les propriétés ici, mais il faut savoir aussi ce qu'il y a dans le reste du monde. Donc on parle de 2 personnes qui ont fait énormément d'argent, qui ont une expérience en tant qu'acheteurs, donc ils savent exactement à quoi ils s'attendent chez un développeur quand ils veulent investir. Et du coup, le next step logique pour eux, c'était justement de s'allier et de se dire, bon bah voilà, on a l'expérience en immobilier et aussi en tant qu'acheteur, on a les fonds, puisqu'ils ont fait beaucoup d'argent en investissant à Dubaï ces dernières années. On a juste à s'entourer des bonnes personnes et à se lancer. On a les connaissances, on a les bonnes personnes au gouvernement et ainsi de suite. Donc ils ont décidé de se lancer avec un projet qui fait du bruit. Donc c'était 30 villas de luxe brandées par Lamborghini Surface à District 11, donc à Médane. Okay. Donc c'est un projet qui a été vendu en 1 semaine. Les prix de départ, c'était 13 millions, entre 13 et 15,8 millions de dirhams. Aujourd'hui, sachant que c'est livré dans 1 an, on a déjà des personnes qui sont en train de les revendre aux alentours de 17-18 millions. Ouais, voilà, donc on parle en 1 an et demi, une énorme plus-value. Et il faut savoir que juste à côté, il y a un autre projet qui était brandé par Bentley, où les starting price, donc les prix de départ, ils étaient à 25 millions. Donc à 13 millions, ce qu'on a fait, c'est juste donner une opportunité à nos premiers investisseurs de faire énormément d'argent. Le monde de la ville a explosé. La demande. C'est incroyable. L'offre et la demande. C'est ça. Mais tu prends des villas comme sur le secteur de Shobarkland que tout le monde connaît ici. C'est ça. Mais les prix sont... C'est exactement ça. Ils sont vraiment, vraiment incroyables. Quand on parle de liste, parce que je veux bien le préciser à nouveau... respect à tous les investisseurs ici à Dubaï, vraiment, parce que voilà, on peut, à partir du moment où on a un appartement, on est un investisseur. Totalement. On voit beaucoup, justement, dans la salle de podcast où on est aujourd'hui, on voit beaucoup de vidéos avec des gens qui se disent très gros investisseurs avec 5, 6, 7, 8 appartements. Là, on est quand même sur une liste de un peu plus de 110 maisons et appartements, quoi. Voilà, donc on a vraiment une très grosse liste. C'est des grosses unités, on parle pas d'appartements, une chambre pour le coup. On a beaucoup d'appartements 3 chambres, 4 chambres, de villas et ainsi de suite. C'est plus des plus grosses unités que des petites unités. Donc on a une belle opportunité. C'est exactement ça. Pourquoi ? Alors aujourd'hui, tu es chez Amis, ok, tu te sens bien, tu es la seule française, c'est ça ? C'est ça. Voilà, donc ça te permet de développer un réseau quand même assez important avec tous les brokers ici à Dubaï. Exactement. Mais à quel moment, en fait, tu as décidé de partir en tant que sales chez un promoteur ? En sachant que tu étais dans un endroit, tu avais été amené en tant que marketing,
pour ta société. À quel moment, en fait, tu as décidé de faire le déclic et de partir dans le monde immobilier? Le switch, il s'est passé encore une fois par hasard. J'ai pas mal de choses qui sont arrivées dans ma vie par accident. C'est vraiment des opportunités qui sont arrivées à moi et que j'ai pu saisir comme ça d'un coup sans réfléchir. Ok. Donc j'ai commencé chez un autre promoteur pendant quelques mois là-bas avant d'aller chez Amis. Donc c'est 2 promoteurs qui étaient quand même assez proches et ça a été un next step logique pour moi. Mais à la base, j'utilise juste leur bureau pour gérer ma marque de cosmétiques en étant juste amenée à échanger un peu plus avec eux, à passer un petit peu plus de temps avec eux. J'ai fait une très belle rencontre, une amie là-bas qui formait son équipe et qui me disait mais je comprends pas, t'es au bureau, tu connais nos projets, t'es un petit peu... Tu présentes bien, je pense que tu peux vendre un projet, tu as une expérience en tant que commercial et ainsi de suite. Pourquoi tu fais pas ça à mi-temps ? Juste pour tenter, juste pour voir si t'aimes bien, si ça te plaît, etc. J'avais automatisé pas mal de choses pour ma marque, donc en effet j'avais le temps, j'avais du temps nécessaire. Donc elle m'a formée, elle m'a prise dans son équipe et comme ça en fait j'ai intégré cette équipe mais à mi-temps. Et j'ai tellement aimé que j'ai décidé de me mettre à plein temps, c'est ça. Une journée type chez Leïla, du coup, c'est quoi ? Alors, une journée type chez Leïla, on arrive assez tôt au bureau. Donc, on commence à 9h du matin. J'arrive au bureau et en fait, entre 9h et 10h, c'est le moment où j'organise ma journée. C'est le moment où je vais faire mon admin. Donc, je vais regarder en fait sur toutes les choses que j'ai en cours. Qu'est-ce qui manque ? Est-ce qu'il y a des choses à faire ? Est-ce qu'il y a des choses à finaliser ? Est-ce qu'il y a des paiements à récupérer ? Est-ce que il y a mes agents, est-ce qu'ils ont tous été payés ? Parce que c'est mon souci numéro 1. Est-ce qu'ils ont tous été payés et rapidement ? Et ainsi de suite. Donc ensuite, à 10h, ça commence. Donc soit c'est une journée qui est rythmée par des briefings où je vais justement onboarder des nouvelles agences, donc des agences de brokers à qui je vais expliquer mon projet, que je vais former également sur Mesdan, parce que c'est très important. Aujourd'hui, il y a énormément de promoteurs qui viennent juste pour déballer les informations de leur projet et qui repartent. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait comme accompagnement, ça va plus loin. C'est une initiative que j'ai prise toute seule, mais j'insiste vraiment sur leur donner une formation complète sur Mesdan. Donc, c'est un win-win dans le sens où si je les forme sur Mesdan, ils peuvent vendre tout ce qu'ils veulent. Tous les promoteurs qu'ils ont envie de vendre sur Mesdan, ils peuvent les vendre puisqu'ils auront appris à vendre cette zone. Mais d'un autre côté, puisque je suis la personne qui les a formés à Mesdan, en général, et j'ai une bonne relation avec eux, ils se souviennent toujours de moi dès qu'ils ont quelqu'un qui est intéressé par cette zone-là en particulier et ainsi de suite. Ça leur vient direct à l'esprit de proposer du Amis. Donc c'est gagnant-gagnant. Moi, c'est avec plaisir que je les forme. Et je les forme pas que sur Mesdan, je les forme aussi à d'autres choses qui sont très importantes et qui vont faire une vraie différence entre un agent qui sait de quoi il parle et un agent qui raconte juste n'importe quoi pour faire un deal et closer. Je leur apprends à faire des retours sur investissement, donc des vrais calculs, des vraies comparaisons qui sont basées sur des chiffres, qui sont basées sur des faits et pas juste « Oh ouais, je pense que ça va prendre 30%. » Pourquoi ? Ouais, parce qu'on te l'a dit. Voilà, parce qu'on me l'a dit. Ouais. J'ai été chez le développeur, j'ai entendu un chiffre comme ça, c'est sorti du chapeau, mais il n'y a personne qui le vérifie. Tu fais ça toute la journée et tu te rends sur place, les gens viennent au bureau, toi tu rentres dans leur bureau. Un petit peu des deux, j'essaie d'être arrangeante. Donc aujourd'hui, s'ils viennent au bureau, c'est mieux pour eux puisqu'ils voient un petit peu l'environnement. Ils voient nos bureaux, ils voient les maquettes. Donc ça leur permet de créer du contenu et ainsi de suite. Quand je vois que c'est une agence qui a un petit peu beaucoup de monde, c'est un peu plus compliqué de les faire tous se déplacer en même temps. Donc j'ai aucun problème à aller briefer ces agences directement dans leurs agences et ensuite à avoir les personnes qui viennent visiter une par une. Et le reste de mes journées, il est rythmé par des rendez-vous clients puisque justement, une fois qu'ils ont été formés, une fois qu'ils ont été capables de vendre la zone, de vendre le promoteur et de vendre le plan de paiement, c'est à ce moment-là que je leur demande de s'arrêter. Ils me ramènent le client et je m'en occupe. Ok. Et en plein milieu, t'as moi qui vient un peu t'embêter de temps en temps pour rien. Jamais pour rien. C'est toujours un plaisir de t'avoir au bureau. Ok. Amis Développement, on a dit donc il y a un promoteur qui est visible sur Mesdan, uniquement sur Mesdan. On a pour l'instant, voilà, c'est exactement ce que j'allais te demander. Pour l'instant, donc on a un gros projet sur Mesdan. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent encore ? Alors aujourd'hui, on a lancé 3 projets. Donc le premier projet dont je te parlais tout à l'heure qui a été sold out. On a 2 autres projets en cours, donc un à Mesdan Avenue
et un à District 11. Ok. Ce sont 2 zones qui vont être livrées dans 2 ans, Ok. donc sur le master plan. Ouais. Dans le futur, on a un autre projet qui va arriver à District 11, donc ça va être des appartements également. On a un autre projet de villa qui va être brandé, j'en dirai plus quand je pourrai, Ouais. mais qui arrive également à District 11. Donc tout ça, c'est encore à Medan et on a 5 terrains à Dubai Island. Donc la deuxième zone sur laquelle on va aller s'implanter, ça va être Dubai Island. Donc on a quand même un bel avenir avec ce promoteur-là, quoi. Totalement, on a énormément de terrains. Les terrains, ils sont toujours premium. On va dans des zones sur lesquelles on sait vraiment qu'il va y avoir une belle opportunité de faire de l'argent pour nos investisseurs. Pour nous, c'est hyper important. Aujourd'hui, on est en train de créer un nom. Les prix auxquels on a lancé et les prix auxquels on est en train de vendre et les plans de paiement qu'on propose aux gens aujourd'hui sont donc pour les prix en dessous du marché et pour les plans de paiement assez uniques. C'est du 50-50 à Medan, juste en dessous de District 1. Je pense pas que tu as beaucoup de promoteurs qui le font. Aujourd'hui, on le fait parce qu'on n'a rien livré, on est en train de construire un nom, on a des très belles choses qui arrivent et on veut donner justement l'opportunité à nos premiers investisseurs de vraiment voir un retour et de se dire « j'ai bien fait ». On a parlé de ton investissement, on a parlé de ton boulot. Moi, je veux qu'on parle de Leïla, parce que forcément, voilà, je veux qu'on apprenne à connaître Leïla. Allez, c'est parti. Tes points forts en tant que sales? Je dirais c'est l'affect, c'est le fait de pouvoir me mettre à la place des gens et d'avoir toujours... donc c'est naturel, hein, c'est pas quelque chose que je surjoue, sinon je pense que je deviendrais folle. Mais c'est l'énergie, je pense que c'est ce qui revient le plus dans les retours que je vais avoir. C'est j'ai vraiment passé un moment agréable, je suis trop contente, merci pour l'énergie, merci pour le temps. Voilà, c'est de se dire que j'aime ce que je fais et je pense que ça se voit. Ok, du coup, ton point faible? Mon point faible, trop gentil. Trop gentil. En fait, j'essaie d'arranger un petit peu tout le monde et je vais être un peu trop flexible parce que à chaque fois, je vais aller voir mon management et je vais vouloir tout négocier pour mon client. Là où forcément, c'est pas toujours une bonne idée. Est-ce que tu as déjà eu des vendeurs, justement, on parle de petites négociations, est-ce que tu as eu des vendeurs qui ont vraiment forcé à la limite pour essayer d'avoir le plus gros rabais, tu vois, vraiment style flirt, tu vois? Ah oui, totalement. J'ai eu un petit peu de tout. Ouais, j'ai eu des cadeaux, j'ai eu des propositions, on peut aller dîner, et ainsi de suite. Ouais, totalement. Ils essayent toujours. C'est le milieu, c'est comme ça. Ouais, Ils essayent toujours, mais on fait pas de discount, quoi qu'il arrive. Mon unité, j'ai pas eu de discount, donc t'imagines bien que personne d'autre en aura. Nous, en tant que broker, c'est vrai que quand on lance un prix à un client, on se met toujours une petite fourchette à côté au cas où. En tout cas, moi, quand je travaille avec les devs, la première chose que je demande, c'est est-ce qu'on a une marge C'est ça. qu'on garde sous le pied s'il faut balancer la chose. Mais voilà, à partir du moment où on sait que... Moi, je te dis, c'est clair. Voilà, il n'y aura exactement. pas de discount. Voilà, à partir de ce moment-là, on sait que c'est clair et quand on fait la vente, ben voilà, c'est comme ça. Ton meilleur quartier à Dubaï? Mon meilleur quartier à Dubaï, ça va être Downtown. C'est là où j'habite. Je me sens bien à Downtown. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se dire que c'est trop agité, qu'il y a beaucoup trop de monde, qu'il y a trop de trafic. Et j'aime ça. Ça me rappelle Paris où j'ai grandi. C'est ce qui me rend confortable. Est-ce que c'est ton meilleur quartier pour l'investissement? Pas du tout. Okay. Pas du tout. Aujourd'hui, pour investir à Downtown et faire de l'argent, c'est pas possible. En fait, quand on veut voir à peu près ce qui va se passer, faut regarder un petit peu les prix du marché secondaire à Dubaï et se dire, voilà, est-ce que là, ça va prendre un peu plus? C'est trop tard. C'est comme quand on te dit, je veux investir en plein cœur de Paris. C'est fini. Aujourd'hui, c'est pas des zones sur lesquelles on va pouvoir investir et faire de l'argent. C'est des zones sur lesquelles, par exemple, j'ai un coup de cœur, je veux habiter là-bas, je veux posséder là où je vis. Bon, dans ce cas-là, pourquoi pas? Forcément, le moins bon? Franchement, celui que je déteste, c'est JVC. Ah ouais? Ouais, je déteste JVC. J'y ai habité pendant 1 mois. Je pense que je suis traumatisée. Ah ouais, carrément. C'est plein de tours qui veulent rien dire. Je pense qu'il n'y a vraiment pas eu de plan d'urbanisme là-bas. Pourtant, de base, ils avaient prévu. Ils avaient prévu de faire le rond et en fait de faire comme un stade, tu sais, bas au début et monter sur les côtés, ça. Ouais, mais alors moi je comprends pas. Une tour là-bas, une tour ici, ça veut rien dire. Les espaces, tu peux pas marcher. Enfin, c'est désorganisé. Je trouve ça personnellement, mais après c'est mes goûts, c'est moche. Et en plus de ça, les bouchons pour rentrer dedans, parce qu'en fait t'as une densité de population dans cette zone-là qui est énorme parce que c'est que des très grosses tours. Après, ça veut pas dire que c'est pas un bon quartier pour investir. Ouais. Moi, je pense que c'est simple. Toutes les personnes qui ont investi à JVC sont très heureuses de leur retour. Personnellement, si je dois choisir un quartier que j'aime pas à Dubaï, c'est celui-ci. Ouais, parce que tu vois, on fait un petit remake. On avait Manalan la dernière fois qui nous disait à JVC, il fait du 12-13% en ayant investi en 2020. Donc on est quand même plutôt pas mal. Justement, ton moins bon quartier pour l'investissement, ça serait où?
En fait, c'est les quartiers où il y a plus de marge en fait pour faire de l'argent. Il y a plus de marge pour avoir une plus-value. Marina, je vais le laisser à part parce que ça reste de l'eau. Donc tout ce qui est sur l'eau, on sait que ça prend beaucoup plus vite, mais je pense que oui, Downtown, ça y est, Downtown, Business Bay encore un petit peu, peut-être, mais Downtown, c'est terminé. Ouais, moi, pour ma part, je préfère largement Business Bay à Downtown. Comme je l'ai dit Moi, toujours. C'est tout l'inverse. Business Bay, tu vois, c'est désorganisé, il y a des tours un petit peu partout. Pour moi, c'est. Ouais. Moi, j'ai fait la même erreur que tout le monde. J'ai voulu aller direct à Downtown en arrivant. J'ai visité 2-3 appartements Downtown Business Bay et tout. Et je me suis dit, mais en fait, je peux pas vivre ici, quoi. Ouais. Et c'est juste pas possible. Et aujourd'hui, je suis vraiment content de pas vivre en plein merdier, comme on dit à chaque fois, quoi. Tu vois, parce que c'est vraiment la guerre, quoi. Moi, j'aime bien. Après, je conduis pas. Je refuse de conduire. Donc, c'est peut-être pour ça que je fais tout à pied. Ton meilleur promoteur sur le plan investissement? Je vais être biaisée, mais le mien. J'aurais pas acheté si j'étais pas convaincue. Aujourd'hui, il y a mon boulot de sales, mais il y a aussi moi-même en tant que personne qui ai cru au point d'investir. Donc je pense que Amis, c'est un très bon promoteur pour la simple et bonne raison qu'on donne des garanties. Après ça, il y a des choses très similaires. Ellington. Ensuite, j'irais peut-être sur des développeurs gouvernementaux. Ouais. Par exemple, Emaar, parce qu'ils arrivent à construire des communautés. Tout à l'heure, quand je te disais qu'on rigolait sur Dubai Hills, aujourd'hui, Dubai Hills, ça se vend à 2800 dirhams au square foot. Ouais, c'est incroyable. Ce qui est énorme. Ouais. C'est énorme. Et pourtant, on rigolait à la base. Mais en fait, ils sont tellement bons pour construire des communautés que forcément, t'achètes n'importe quoi dans une communauté Emaar qui n'a pas encore été développée et qui va être livrée. Tu sais que tu vas faire de l'argent, automatiquement. Ah non, mais c'est clair. Là, sur le nouveau quartier de The Valley, on était en 2023 sur du 1 850 000, pardon, sur une townhouse. Aujourd'hui, c'est 2 600 000. Totalement. Et c'est pour ça que je prends Emaar, même si tout à l'heure, je disais que c'est pas le promoteur qui va faire un bon investissement. Oui. Pourquoi là je parle d'Emaar? Parce que Emaar, sa spécialité, c'est vraiment de créer des communautés. Ouais. Donc les communautés Emaar, elles prennent, quoi qu'il arrive. Oui, un peu à la Shoba, quoi. Il faut vraiment se mettre une chose en tête, et c'est la chose que j'essaye de dire souvent à mes futurs clients, enfin à mes clients. Si vous voulez faire de l'investissement locatif, achetez votre appartement, oui, selon, pour moi, la localisation. C'est la chose la plus importante. Parce que votre futur locataire, il en a rien à faire de savoir que c'est Emaar, que c'est Shoba ou que c'est Ellington, il s'en fout. Lui, il veut juste un appartement pour vivre dedans. Totalement. Donc, il n'y a que ceux qui connaissent un peu plus Dubaï qui vont dire « Ah oui, mais moi, j'ai envie d'aller dans du Ellington. » Ok, bon, ils ont plus de budget. Mais ça arrive que très rarement qu'on nous dit « Ah, mais je veux absolument habiter là-bas. » Parce qu'aujourd'hui, il y a des promoteurs qui sont très bas et des promoteurs qui sont très hauts, mais il y a autant d'amenities dans l'un ou dans l'autre. Il faut juste regarder en fait ce qu'on fait humainement et automatiquement quand on cherche un appartement. On met pas un projet, on met pas un promoteur, on met une localisation. Quand tu veux acheter ou louer un appartement, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Property Finder, tu vas sur Bayout, tu mets une zone. Exactement. Ouais. T'as jamais mis un projet, enfin c'est très rare qu'on mette juste un projet. C'est juste nous les gagas qui le font, quoi. Mais il y a personne qui se base sur autre chose qu'une localisation quand tu fais tes recherches. Ouais, c'est ça. Ta plus grosse commission en tant que broker, en tant que sales, pardon. Sur un deal? Ouais, sur un deal. 60 000 dirhams sur un deal. Donc, c'était un bulk. Un bulk, ça veut dire qu'il y a plusieurs unités dedans. Et là, je suis en train de travailler sur un très gros deal. On n'en parle pas, alors. Et ouais, je pense que sur celui-ci, ça va être beaucoup, beaucoup plus élevé. Ta plus grosse erreur? Ça fait pas très longtemps. Je pense que j'ai pas encore fait une grosse bêtise qui m'a coûté beaucoup. Mais je pense que mon erreur, c'est vraiment de croire tout le monde sur parole, de croire les clients sur parole et d'aller me battre, d'aller vraiment, vraiment batailler en interne pour tout le monde, alors que j'ai pas les garanties derrière et que souvent, c'est du vent. Une chose vraiment insolite qu'on t'a demandé? C'est arrivé il y a quelques jours et c'est encore en cours. J'ai un de mes agents. Heureusement qu'il ne parle pas français. J'ai un de mes agents avec lequel je travaille sur un deal. Et en travaillant sur ce deal, il me disait le client il est à l'hôpital, etc. Moi, le client il est à l'hôpital, je reste quelqu'un d'humain. Je ne cherche pas à suivre ou quoi que ce soit. Et là, il me donne son numéro de téléphone. Il me dit n'hésite pas à faire un follow-up avec lui. Je lui dis non, je pense pas. Je peux pas faire un follow-up, c'est très très bizarre. Et donc là, il me pousse un petit peu à faire le follow-up. Il me dit écoute, c'est pas très grave, c'est juste que il a quelque chose de chronique. Je me suis dit s'il a quelque chose de chronique, peut-être qu'il va à l'hôpital pour des check-up, etc. Et puis, surtout qu'il est pas basé à Dubaï et qu'il avait passé quand même beaucoup de temps à Dubaï, à l'hôpital depuis qu'il était à Dubaï. Et au final, donc je parle avec le client qui me dit oui, envoyez-moi le lien de paiement, etc. Je lui envoie le lien de paiement, il disparaît. Et donc là, le lendemain, il m'envoie un message en me disant voilà, ils ont découvert une tumeur, il me reste à peu près 7 à 10 ans à vivre. Et donc moi, j'envoie un message à l'agent en lui disant mais c'est horrible ce qui lui arrive, etc. J'étais pas bien, vraiment, j'étais triste. Et c'était un gros fail. Et là, il me dit oh mais t'inquiète,
La dernière chose dont il a besoin, c'est de la compassion. Je le connais depuis 2 ans et demi. T'en fais pas, Leïla, il a beaucoup d'argent, tu peux y aller. Alors moi, d'accord, ok. Je pense que vraiment, je suis restée sous le choc. C'est très bizarre comme. Ouais, très, mais tu te poses la question pourquoi le collègue il est là, quoi. Ouais. Ok. Mais, et puis surtout, à quel point il a pas de cœur, quoi. C'est horrible. Ouais, On c'est ça. parle de quelqu'un qui va. Bah après, tu sais, souvent quand il y a de l'argent, le cœur il a tendance à disparaître. Oui, mais peut-être pas aussi cash. Ouais, c'est ça. Là, c'était très très cash. Le message, il est un peu Ouais, traumatisant. au moins, là, il est validé. Quoi. Ouais. Si on repart 15 ans en arrière, est-ce que tu refais ce que tu viens de faire ou pas? Tout. Sans hésiter. On recommence tout. On recommence tout, sans hésiter. Chaque expérience, chaque chose que j'ai faite, ça m'a pris 1 tonne. Et chacun des petits pas que j'ai fait, c'est ce qui m'a ramené là où je suis aujourd'hui. Et je suis hyper heureuse d'en être là aujourd'hui. Ok. Pour terminer, donne-moi 3 mots qui vont te décrire. C'est compliqué là. Décris-moi en 3 mots. Tu me connais maintenant, ça fait un petit moment. Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire professionnel, amitié, normal, puis sourire. Ouais, c'est ça, Attends. joie de vivre. Voilà, exactement. Hein. Joie de vivre, têtu, énergie, c'est moi. Eh ben, c'était Leïla, donc de chez Amis. Merci beaucoup. Je vous Merci l'ai à dit, vous. on va revenir. On est là. Broker in Dubai, c'est juste les débuts. Donc là, on avait Leïla. La prochaine fois, on se retrouve à nouveau pour un épisode. Merci encore Leïla pour cette journée. Merci à toi de m'avoir accueilli. Et maintenant, on va aller boire un petit café. C'est parti.